Eh ben, merci à tous, en particulier à l'équipe organisatrice de m'avoir invité aujourd'hui. Merci. Ouais. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les résultats préliminaires qu'on a obtenus sur un projet ancillaire du projet Andi Prénatum. Et pour cela, je tiens tout d'abord à remercier les médecins qui ont inclus des patients des fœtus dans notre cohorte. En fait, il y a 5 à 10% des grossesses qui sont touchées par des anomalies qui sont identifiées lors des échographies. Les causes peuvent être multiples, des causes infectieuses, ischémiques ou génétiques. Et pour arriver au diagnostic, on a plusieurs moyens qu'on déploie à partir du dépistage non invasif à l'imagerie ou des analyses invasives sur les villosités choriales, le liquide amniotique ou le sang fœtal, en passant par des tests biochimiques, cytogénétiques et moléculaires. Les taux diagnostiques de ces projets-là, sur les cohortes prénatales, sont assez variables, varient entre le 15 et 36%. Les cohortes sont hétérogènes et il s'agit plus souvent de phénotypes extrêmes et les bases moléculaires sont assez variables. Donc du coup, on a voulu monter un projet au niveau national qui était financé par la filière maladies rares, qui inclut 19 centres inclueurs et 150 couples sous lesquels on a pu faire nos évaluations concernant l'apport diagnostique de l'exome en trio. Alors, il y avait certains critères d'inclusion, la présence de 2 anomalies à l'échographie fœtale, 2 malformations majeures, une malformation mineure plus une malformation mineure, ou une malformation isolée avec une forte suspicion de cause génétique. On devait avoir une quantité suffisante de liquide amniotique analysé ou du sang fœtal. Et à partir de ces échantillons-là, on a effectué de l'exome en trio. Alors, le taux diagnostique de notre étude finale est autour de 40%. Christelle pourra me corriger. Et un pourcentage du 10% à peu près de variation de signification incertaine. Donc pour cette étude-là, on a rendu juste les variations classées ACMG classe 4 et 5. Donc, il y a certaines variations de classe 3 qui n'ont été pas rendues, pour lesquelles on n'avait pas d'argument en faveur pour pouvoir les reclasser. Et on se pose la question de ce qui n'est pas visible à l'exome, notamment les variations, par exemple, introniques. Et donc, on a réfléchi comment pouvoir avancer sur les cas négatifs et les VSI. Donc, du coup, nous avons pensé à l'analyse de méthylation de l'ADN. Le seul problème, c'est que on a parlé largement des régions différentiellement méthylées aujourd'hui, donc je ne vais pas m'attarder sur cela. Le problème, c'est qu'il y a une forte différence entre un tissu et l'autre. Et les épisignatures dont on connaît les qualités sont basées sur du sang en postnatal. Donc la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut appliquer ça aux cohortes prénatales? C'était justement Bekim Sadikovic qui, avec ses approches bioinformatiques de machines à vecteurs de support, avait démontré la possibilité et la faisabilité d'identifier des épisignatures associées aux patients atteints de maladies rares et en particulier de patients dans des variations causales dans des gènes qui codent des protéines impliquées dans la régulation épigénétique. Et grâce à l'identification de ces paramètres d'analyse, a pu reclassifier certaines variations de signification inconnues dans les mêmes gènes.
Donc du coup, nous, on s'est posé la question, est-ce que l'épisignatures connues pour ces gènes en postnatal sont valables aussi pour les cohortes en prénatal? Et surtout, quel est le tissu à utiliser pour savoir si effectivement, oui ou non, il y a une conservation des épisignatures. Alors, à partir de la cohorte indiprénatome, on a pris déjà nos cas positifs, donc de variation des classes 4 et 5 dans des gènes pour lesquels une épisignature était déjà publiée et disponible. Et on a regardé si effectivement, à partir du tissu qu'on avait à disposition, donc notamment le liquide amniotique natif et issu de la culture de liquide amniotique ou du sang fœtal, pour la majorité des cas, même si on a quelques cas isolés de villosité choriale. Et on a comparé du coup l'épisignature en utilisant des puces EPIC, l'épisignature de ces échantillons avec les épisignatures de la cohorte en postnatale. Et vous voyez là que certains échantillons présentent une épisignature compatible, alors que d'autres, non. De façon intéressante, on a deux échantillons pour un même patient, avec une variation causale dans le gène KMT2A, pour lequel l'épisignature sur le sang fœtal est compatible, alors que l'épisignature sur la culture d'ADN, de liquide amniotique et donc de l'ADN issu de cette culture, n'est pas compatible. Certains d'autres présentaient une épisignature compatible, mais avec une confiance très basse. Donc du coup, quelles sont les raisons de ces différences d'épisignature? Déjà, le tissu. La deuxième chose, est-ce qu'il y a deux régions différentiellement méthylées qui sont spécifiques à la cohorte prénatale par rapport aux cohortes en postnatale. Et donc, à partir de la cohorte indiprénatome, nous sommes en train de dériver des données de méthylation sur toute la cohorte. En plus, on a rajouté des contrôles, donc des fœtus pour lesquels il y avait une suspicion par exemple, de maladies infectieuses qui étaient exclues à la fin, ou par exemple des fœtus pour lesquels il y avait une demande de recherche de récidive d'une maladie génétique qui était exclue, pour identifier les régions soumises à la méthylation différentielle entre la cohorte fœtale et la cohorte postnatale. L'idée, c'est d'aller corriger ensuite les données avec cette information-là et identifier si, oui ou non, on a une conservation des épisignatures. On est bien consciente du fait que 150 fœtus, c'est rien pour identifier les épisignatures associées à un prénatal. Donc l'intention, c'est d'élargir la cohorte pour identifier les épisignatures associées. Voir déjà si effectivement sur d'autres gènes, à part les gènes que nous avons déjà testés, il y a oui ou non une épisignature en commun avec les cohortes prénatales et potentiellement à la longue, donc tomber sur de nouveaux diagnostics. C'est important pour ce projet d'unir les forces. Et donc, c'est grâce au consortium à l'IRN Ithaca qu'on a pu déjà identifier un collaborateur qui était intéressé à développer le sujet. Et on est bien évidemment intéressé à savoir si vous, de votre côté, vous êtes aussi intéressé à ce type de projet. Je vais parler un petit peu plus de ce qui le professeur Gis Santen a fait avec ces échantillons. Il était intéressé aussi à la cohorte Kabuki et il a commencé à comparer les profils en prénatal et un prénatal par rapport au postnatal sur du sang dérivé directement du liquide amniotique
ou des cultures de liquide amniotique. Alors la chose qu'il a identifiée, qu'il a vue, c'est que lorsque on prend les régions qui sont propres au syndrome de Kabuki et sont comparées directement sous l'ADN fœtal extrait à partir de l'échantillon, donc d'une extraction directe de l'échantillon de liquide amniotique, il y a une bonne séparation entre les fœtus Kabuki et le contrôle. Par contre, si on passe par une culture cellulaire, les régions qui sont utilisées en postnatal ne sont plus suffisantes. Il faut élargir le bassin des régions différentiellement méthylées afin d'identifier une épisignature qui puisse départager les Kabuki versus les contrôles. Alors, nous avons l'intention de faire un dépôt de lettre d'intention pour un ANR générique qui puisse financer donc l'analyse de la cohorte indiprénatome et en même temps inclure d'autres cohortes imprénatales afin d'identifier les épisignatures qui sont spécifiques aux patients imprénatales. Ces types d'analyse nous permettra donc de stratifier nos cohortes, déjà sur la base du terme de grossesse, et par type de gènes impliqués dans la maladie. Et à la long terme, moyen terme, c'est donc la déposition d'un programme hospitalier de recherche clinique pour identifier l'apport diagnostique de telle méthode pour la réclassification des variations de signification inconnues et la réclassification des patients négatifs. Et donc, je pense que ce n'est pas la bonne version de la présentation, désolé. Donc, je tiens à remercier l'équipe GAD, en particulier Christelle Thauvin, Laurence Fèvre et Yanis Dufour, les prescripteurs indiprénatome, l'IRN Ithaca et Bekim et GIS pour leur contribution à ce projet. Merci. Merci beaucoup. Une question juste comme ça. C'est vrai que rechercher en commun, c'est bien, mais finalement, est-ce que il faut analyser également du spécifique au prénatal? C'est-à-dire qu'on peut penser qu'à un stade précis du développement, ce ne soit pas tout à fait les mêmes signatures qu'on recherche. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que nous, dans notre cohorte, on va stratifier déjà par terme de grossesse et pour maladie. Mais pour cela, on a besoin d'un échantillon un échantillon d'ADN beaucoup plus puissant qui nous permet en fait d'identifier l'épisignatures spécifiques. Oui, je ne pense pas que vous allez pouvoir me répondre. Brigitte Gilbert du Sardi à Poitiers. Nous, on veut bien participer à augmenter la cohorte parce qu'on n'a pas du tout été informé de prénatome. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un grand trou au milieu de la carte, là. Enfin, voilà. Donc, c'est parce que tu es au sud. Oui, mais mon centre coordinateur, je n'ai rien su. Je disais, Handiprénatome, c'est un projet filière handirare et il y a eu 150 couples qui a été ouvert à toute la France et il y a 19 centres qui ont participé. Donc je suis désolée si tu n'as pas été informée, mais c'est que pourtant il y a eu beaucoup. Bah écoute, il n'y a pas que les centres coordonnateurs qui ont participé, donc je ne sais pas. Bah, après, les centres de compétences, ils reçoivent les newsletters de la filière, ils sont conviés aux AG, donc voilà. Ok, Claude. Très brièvement, en fait, moi je suis tout à fait naïf dans ces histoires d'épigénétique et tout, et je viens là pour apprendre des choses, mais il y a un truc dans les signatures là, qui me marque, c'est que tout le monde parle toujours de la même personne pour les analyses. Je pense que ça pose quand même question d'envoyer toutes les analyses
en France à quelqu'un à l'étranger pour des projets quand même qui sont super jolis et qu'il faudrait peut-être favoriser l'émergence d'une expertise française pour analyser les datas en France. Voilà, toute l'expertise clinique, elle est ici. Voilà. En fait, nous, on fait l'analyse en parallèle. C'est-à-dire qu'on va générer les données, on va partager les données. Lui, comment il a l'expertise, il va les analyser en même temps que nous, justement pour que nous, on apprenne et qu'on monte en compétences. On a déjà commencé comme ça. Voilà. Mais du coup, je suis très intéressée à votre présentation. On va discuter. Peut-être, je n'ai pas précisé, mais les données ne sont pas produites au Canada. C'est nous qui les produisons. Donc, les données nous appartiennent.